Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. L'écrivain Maxime Ducamp écrit en 1885 « Tout ce que je puis dire à l'éternel honneur de ce Paris futile, vaniteux, prévaricateur, c'est qu'en matière de charité, il est admirable. » Bonjour, chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de nos grands entretiens consacrés à la charité. Je ne veux pas parler de la vertu en tant que telle, mais de la charité comme philanthropie, comme institution, comme phénomène social, politique, institutionnel, sociologique. En 1900, le manuel des œuvres, répertoire des œuvres de charité de l'époque, notait « Jamais à aucune époque le sort de ceux qui souffrent n'a été l'objet d'une sollicitude plus ardente qu'il ne l'est de nos jours. » On est donc en 1900. « Jamais les œuvres destinées à les secourir n'ont été plus nombreuses et jamais, en même temps, la misère croissante n'a fait plus vivement sentir la nécessité d'une intervention immédiate, éclairée et dévouée. » À l'aube du XXe siècle, la philanthropie est à la mode. Je viens d'évoquer Paris, mais nous aurions pu citer également Londres, Genève, New York, capitale de la bienfaisance, de la charité. Pour ce thème, je suis heureuse de recevoir Christian Topalov. Bonjour Christian Topalov. Bonjour. Vous êtes sociologue, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et vous avez dirigé une somme qui a été écrite par plusieurs dizaines d'auteurs sur cette philanthropie. Le titre, c'est Philanthrope en 1900, Londres, New York, Paris, Genève, et ce livre est sorti aux éditions Créafis. La couverture est de Jules Alexandre Grune. On y voit donc des chapeaux, on imagine très bien, chers auditeurs, je vous invite à aller voir l'ouvrage et le tableau. Et donc on y voit des hommes à chapeau haute forme et des femmes en ruban. On sent que voilà, on est face à l'élite sociale du temps, et pourtant on pourrait rétorquer que la charité est une vertu qui peut être exercée par tous, pauvres, ouvriers, domestiques, et non pas seulement par l'élite sociale. Je vais donc vous poser une question, Christian Topalov, une question que vous posez vous-même en introduction. Parlez-vous de philanthropie ou de charité ? Et si vous parlez de charité, pourquoi est-ce qu'elle ne concerne pas tout le monde dans votre livre ? À vrai dire, philanthropie, charité, c'est une question de convention et le vocabulaire utilisé varie énormément selon les endroits et en particulier selon les villes et selon les langues. Considérons tout simplement que ce sont les acteurs de ce monde qui définissent à la fois le contenu de ce que c'est que la charité et la façon de nommer le domaine. Et ce que nous avons essayé de faire dans le livre, c'est d'être extrêmement fidèles à leur point de vue. Nous avons essayé au fond de les suivre dans la façon dont eux-mêmes décrivent ce qu'ils font et qui ils sont. Il existe un domaine de recherche en histoire, en sociologie, mais vous me reprendrez, qui est dédié donc à cette philanthropie, les Philanthropies Studies. En quoi concerne-t-elle ? Ça, c'est assez amusant. C'est à vrai dire un domaine assez récent. On a tous bien compris que la philanthropie est revenue à la mode. Elle est revenue à la mode au fur et à mesure que l'État social est progressivement démantelé. Et ceci a commencé, le processus a commencé aux États-Unis au moment de l'ère Reagan, où tout un ensemble de chercheurs, historiens d'abord, mais aussi sociologues ensuite, se sont mis à travailler sur les fondations philanthropiques. Les fondations philanthropiques qui d'ailleurs finançaient les travaux qui portaient sur elles-mêmes. Et qui finançaient les chaires dans les universités qui devenaient des chaires de Philanthropy Studies qui permettaient ensuite non seulement de faire connaître leur bienfaisance, mais aussi de former des personnels qui s'intégreraient à ce secteur économique qu'est la charité. Donc, en France, ça commence à prendre, mais c'est relativement lent. À vrai dire, nos mécènes sont tellement avaricieux que on peut comprendre qu'ils ne soient pas encore l'objet d'un intérêt scientifique puissant. Alors, quelle est la genèse de votre œuvre à vous, enfin de l'œuvre que vous avez dirigée, puisque je répète qu'il y a une dizaine de chercheurs qui ont participé à cet ouvrage. Il a été conçu collectivement.
initialement par moi-même, avec Thomas David, un chercheur, un historien de l'Université de Lausanne, et puis ça s'est élargi à toutes sortes d'autres collaborateurs. À vrai dire, nous avons appelé ce projet de recherche philanthropie précisément parce que le thème de la philanthropie est vendable aux agences de financement. On aurait absolument pu l'appeler autrement parce que fondamentalement il s'agit d'un aspect, d'un visage, d'une facette d'un mouvement beaucoup plus large qui est en gros le mouvement de la réforme sociale tel qu'il se développe en Europe et aux États-Unis à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Vous ne faites pas une étude mondiale, mais tout de même, vous allez quand même vous avez étudié 4 grandes capitales, donc je les ai nommées en introduction: Londres, New York, Paris, Genève. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est parce que ces villes sont les hauts lieux de la philanthropie ou de la charité, selon le terme bien sûr que vous préférez? À vrai dire, des phénomènes semblables, ce printemps de la charité dont vous parliez tout à l'heure, s'observe dans toutes les villes européennes et dans de nombreuses villes des États-Unis. Vous savez, quand on choisit des terrains de recherche, c'est souvent les circonstances qui vous y conduisent. Donc il a été possible de réunir des forces de travail intéressées à ces 4 villes, c'est pourquoi nous les avons retenues. Il y a cependant un argument moins circonstanciel, c'est qu'au fond, ce sont des bons terrains de comparaison. On a effectivement 2 capitales politiques, Londres et Paris, où on a à la fois la ville centrale de la philanthropie du pays et le gouvernement du pays en question, et puis on a des capitales économiques, ce qui est le cas de Genève bien sûr pour la Confédération helvétique, et à l'époque de New York pour les États-Unis. On a aussi dans cette affaire 3 villes à dominante massivement protestante, une ville à dominante disons catholique, avec aussi parmi ces villes des différences en matière d'établissement y a-t-il ou non une église établie, y a-t-il ou non une église officielle? C'est le cas bien entendu avec l'église d'Angleterre, c'est le cas aussi avec l'église nationale suisse, mais il n'y a jamais eu d'église établie aux États-Unis, et en France elle est en train de se désétablir puisque la séparation de l'église et de l'État va intervenir en 1905. Donc on a de ce point de vue une variété, si vous voulez, de situations qui nous a paru intéressantes pour notre projet. Et une question de chronologie, pourquoi 1900 ? 1900, c'est la belle époque. 1900, c'est un moment assez étonnant où le monde capitaliste de l'époque est en pleine expansion et, je crois, se considère comme éternel. Le grand drame de la Première Guerre mondiale, les grands doutes qui l'ont suivi dans les années 20 et 30 ne se sont pas encore manifestés. On a une bourgeoisie, on a une haute bourgeoisie triomphante qui conquiert le monde par le colonialisme et qui rentre dans une période d'intenses conflits économiques internationaux qui vont aboutir à la catastrophe, mais ils ne le savent pas encore. Donc c'est un moment d'expansion, et au sein de ce moment d'expansion générale, il y a un sentiment que ce printemps de la charité dont nous avons déjà parlé est un phénomène qui n'aura pas de fin. C'est-à-dire qu'on rentre dans un moment où toutes ces initiatives privées, publiques pour certaines d'entre elles, vont s'étendre indéfiniment et vont finir par changer le monde. C'est quand même l'objectif de tous ces gens. Alors, il y a plusieurs raisons à cette charité, vous l'expliquez très bien. Il y a des raisons politiques, il y a des raisons plus intimes. Moi, je pense aux origines plus philosophiques, plus politiques de cet exercice de la charité. Et quand on pense à la France, on pense à Ozanam, à Albert Demain, par exemple. Quelles sont les origines idéologiques, politiques, philosophiques de ces œuvres de charité, si on peut les discerner, bien sûr. À vrai dire, dans le travail que nous avons fait, dans le travail empirique que nous avons fait, nous avons à peu près entièrement laissé de côté la question que vous venez de poser. Non pas que les motivations intellectuelles, religieuses, individuelles de toutes sortes ne soient pas importantes. Lorsque les acteurs nous disent je donne à mon prochain car j'y vois l'image du Sauveur, nous les croyons aussi. Ou bien lorsque il s'agit d'héritiers des Lumières qui vont nous dire que la philanthropie va permettre
à la République de résoudre enfin la question sociale. Donc tous ces aspects intellectuels sont importants, mais ça n'a pas été notre objet. On a regardé la charité comme une pratique, et plus précisément comme une pratique qui a quelque chose à voir avec le pouvoir. C'est ça notre hypothèse fondamentale, et c'est ça qui nous a conduit à choisir certaines sources plutôt que d'autres. Nous n'avons pas lu ce qu'écrivaient les hommes et femmes charitables, nous n'avons pas écouté ce qu'ils disaient, nous avons regardé la façon dont eux-mêmes se décrivaient. Et ceci, évidemment, a des conséquences sur les limites de notre travail, mais ça donne aussi une perspective qui est relativement nouvelle. Alors, s'il fallait résumer ma réponse à votre question, oui, les pratiques charitables ont certainement des origines, pour une part intellectuelle, ce sont aussi des mouvements du cœur, mais ce sont, à nos yeux, dans ce travail, et c'est utile de les regarder sous cet angle, des investissements dans le champ du partage ou des concurrences pour le pouvoir. Et c'est sous ce rapport, sous cet angle de vue que nous les avons observés. Avant d'aller d'explorer un petit peu ces raisons et ces liens avec le pouvoir, vous expliquez un petit peu la multitude des sources et en quoi c'est difficile en fait d'écrire cette histoire parce que les sources sont diverses, parce que les contextes évoluent et changent très vite. Mais vous parlez surtout d'une source en particulier, le répertoire de charité. Qu'est-ce que c'est ce répertoire de charité? Pourquoi on l'écrivait à l'époque? Alors effectivement, les sources, c'est un problème. Les institutions qui pratiquaient la charité étaient des institutions relativement fragiles ou plutôt secrètes. Fragiles lorsqu'elles étaient petites et très nombreuses. Secrètes lorsqu'elles appartenaient par exemple à l'Église catholique qui n'ouvre pas volontiers ses archives sur ces questions. Donc, difficulté d'accès aux archives. En même temps, multiplicité de sources au sens où les monographies d'œuvres sont très nombreuses. Elles étaient souvent écrites par les hommes et les femmes d'œuvre elles-mêmes, qui pouvaient aussi raconter dans leur mémoire leurs illuminations charitables, les moments où ils ont enfin compris qu'il était essentiel pour eux de partir au secours des malheureux. Donc il y a une pléthore de textes par lesquels tout ce monde s'exprime et se justifie, se légitime. Et de ce point de vue, les historiens ont fort à faire, et c'est très bien. Mais la perspective que nous avons adoptée est plus austère, peut-être. Elle consistait à s'efforcer d'avoir une description globale de ce monde. Et ça, c'est vraiment pas commode, parce que, à cause justement du caractère extrêmement multiforme et tentaculaire des réseaux réformateurs. Lorsqu'on travaille sur un ministère, ça va, on a les archives du ministère. Lorsqu'on travaille sur des mondes qui comprennent de l'ordre de 1500 à 2000 œuvres pour une grande ville, une grande métropole comme New York ou Paris, que faire? Alors, les philanthropes eux-mêmes nous ont rendu le service de produire une image d'eux-mêmes. Pas n'importe lesquels d'ailleurs. Ce sont des gens dans toutes ces villes, et c'est tout à fait fascinant d'observer la convergence des pratiques, ce sont des gens qui s'étaient donné pour tâche de représenter le monde charitable. C'est-à-dire, non seulement d'en donner une représentation par ces annuaires, mais aussi d'en donner une sorte de représentation politique en se constituant comme les organisateurs légitimes d'un monde inorganisable parce que traversé de multiples diversités et concurrences. C'est ce qu'on appelle les organisateurs de la charité. C'est le terme utilisé à Londres et à New York aussi bien. Et c'est un petit groupe de gens qui avaient en fait deux objectifs. C'est ce qui nous explique. D'une part, nous allons faire un fichier des pauvres. Parce que vous savez, les pauvres, il faut s'en méfier. Comme nous sommes très nombreux à venir à leur secours, là je cite de mémoire un philanthrope parisien, ils vont aller le matin prendre le petit déjeuner chez monsieur le curé, le midi demander leur déjeuner chez le baron Schickler, qui était la grande figure de la philanthropie protestante à Paris, et le soir leur dîner chez monsieur de Rothschild. Voilà, donc méfiance vis-à-vis des pauvres, on va faire un fichier centralisé des pauvres, et comme ça on va empêcher les
les voleurs de charité d'utiliser des ressources qui ne leur reviennent pas. Autant dire que cet objectif-là, ils n'ont pas atteint, c'était impossible. Les concurrences intracharitables étaient vraiment trop fortes. L'autre objectif était plus facile à réaliser, c'était de faire un répertoire, un fichier pour commencer, une enquête, et puis un répertoire de parution aussi fréquente que possible, des œuvres charitables, pour permettre notamment aux donateurs de s'orienter dans toute cette affaire et de choisir là où ils voudraient faire leur don. Donc, ça donne des documents absolument étonnants, qui, par exemple, pour le cas de Paris, pouvaient atteindre en 1911 750 pages, et faire le répertoire de 2500 œuvres. Alors, sur chacune des œuvres, il y a peu de choses. Il y a son nom, bien sûr, son adresse, on a essayé d'en tirer parti, une description de son objet, et parfois des règles qui s'appliquaient à sa pratique, et puis quelques noms, les dirigeants. Donc, les organisateurs de la charité nous désignent, à nous les chercheurs qui venons bien plus tard, ceux qui, à leurs yeux, comptaient dans le monde charitable, ceux qui dirigeaient les œuvres. Et c'est en travaillant sur les noms de ceux qui dirigeaient les œuvres que nous avons tenté de reconstruire le monde de la charité dans ces 4 villes. Est-ce qu'on sait à peu près combien il y a d'œuvres de charité dans chacune des villes que vous étudiez, grosso modo? Est-ce qu'on est sur 1000? Est-ce qu'on est sur 50? Les ordres de grandeur varient. On a, je crois, de mémoire, là vous sollicitez une mémoire qui peut être défaillante, mais disons de l'ordre de 800 à 1000 œuvres à Genève, qui est la ville la plus petite, jusqu'à de l'ordre de 2000-2500 à Londres. Ce qui est colossal. Ce qui est tout à fait important. Bon, Londres est une ville gigantesque à l'échelle de l'époque. Ça fait une densité charitable qui peut d'ailleurs être assez considérable. Et ça donne aussi un monde de personnes actives dans ce type d'activité. Qui représente alors aussi des milliers de personnes. Alors il faut dire très clairement que ceux que nous saisissons de ces gens, ce sont les dirigeants. Et en règle générale, les dirigeants, ce ne sont pas ceux qui font le travail, n'est-ce pas? Donc, si on prend une œuvre qui distribue, par exemple, c'est pas le meilleur exemple, mais qui distribue, par exemple, des soupes populaires, les personnes qui distribuent effectivement les repas aux miséreux ne sont pas citées, bien entendu, de la même façon pour les visiteurs des pauvres ou pour les protecteurs de la femme enceinte et du petit enfant. Ce qui fait que notre regard sur le monde de la charitable est marqué par un biais, et qui, en particulier, ce biais élimine la plupart des femmes qui travaillent dans ce domaine, puisqu'elles sont très souvent dans des positions subordonnées, plutôt dans des positions de direction. Il y en a cependant, et d'ailleurs, ça nous a permis de faire une analyse assez fine, je crois, des rapports entre hommes et femmes à la tête des organismes charitables. Oui, c'est le thème d'une de vos parties ou d'un de vos chapitres. C'est le thème d'un des chapitres, absolument. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez distinguer les différentes œuvres de charité, parce qu'on a parlé de la soupe populaire, de verser de l'argent, mais je suppose que finalement, ces œuvres de charité, elles touchent énormément de domaines, puisqu'elles touchent beaucoup de gens. La première question qui est impliquée par ce que vous me demandez là, c'est quel est le périmètre de la charité? Qu'est-ce qu'il faut inclure dans quelles sont les limites et la frontière? Alors là, nous nous sommes bien gardés de répondre nous-mêmes à la question. Parce que vous savez, quand on fait de l'histoire, le principal péché, le principal risque évidemment que l'on court, c'est l'anachronisme, c'est-à-dire d'appliquer au passé des catégories d'analyse qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc on s'est bien gardé de définir ni conceptuellement ni pratiquement ce qu'est ou ce qu'était la charité. En revanche, on a tout simplement regardé ce qu'il y avait dans les répertoires. Et de ce point de vue d'ailleurs, les frontières de la charité peuvent varier considérablement d'un monde charitable à l'autre, d'une ville à l'autre, voyez-vous. Mais une chose importante qui nous a intéressé parce qu'elle nous a aussi surpris, vous savez, la recherche fait parfois des découvertes qu'on ne pouvait pas prévoir, c'est heureux, c'est que la place, en gros, du don aux personnes dans le besoin n'était pas du tout centrale dans le monde de la charité.
En d'autres termes, faire la charité, comme on dit, n'est pas du tout l'acte principal que décrivent les répertoires charitables. Et je dirais même que dans certains cas, notamment à Londres et à New York, ce sont des aspects des mondes charitables parfaitement périphériques, c'est-à-dire très minoritaires. Et je prends le cas de New York, qui sont cantonnés dans des zones assez extérieures du réseau charitable, et en général des zones assez spécialisées. Par exemple, la charité catholique, qui est complètement mise de côté par la masse des œuvres protestantes, peut se consacrer à secourir les pauvres de confession catholique, voyez-vous, ou bien les pauvres de confession hébraïque, comme on disait en anglais à l'époque. En revanche, le cœur de ce que décrit le répertoire new-yorkais, ce sont des œuvres réformatrices, ce sont des œuvres d'action de moralisation et de réforme de la politique municipale. Ce sont des œuvres qui concernent les hôpitaux, ce sont aussi tout ce qui concerne la prévention de la maladie, la prévention du crime, la prévention de la chute pour les femmes, bien sûr, puisqu'elles sont fragiles, dit-on, et aussi la mise à l'abri des populations considérées comme particulièrement fragiles, les enfants, les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants qui sont dans des familles qui pourraient les mettre en danger, etc. Donc on a un ensemble d'institutions qui, en fait, ont pour objet de réformer la population urbaine, le petit peuple des villes, dirons-nous, en particulier ces couches les plus pauvres et les plus fragiles, mais la charité au sens étroit est parfaitement périphérique. Il n'en est pas ainsi tout à fait à Paris et à Genève, où les œuvres de ce genre restent relativement importantes dans l'ensemble. Vous avez relevé un point qu'on n'a pas explicité au début, où on parle beaucoup de la ville, et en effet, d'ailleurs vous parlez de 4 grandes villes, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de philanthropie dans les campagnes, où elle était moindre. Pourquoi ne pas l'avoir abordée ? Alors, parce qu'on ne peut pas tout faire. Parce qu'on ne peut pas tout faire aussi. Mais disons, comment dirais-je ? Là, je vous réponds un peu en fonction de lecture générale plus que de notre enquête. Que se passe-t-il dans les campagnes ? Dans les campagnes, il y a d'une part les secours publics, lorsqu'ils existent, et en particulier, c'est le cas en Angleterre, où depuis les lois pour les pauvres, c'est dans les campagnes que le gros du soutien aux populations misérables s'opère. Et puis, aussi, et de plus en plus, les notables locaux font le nécessaire pour empêcher la dépopulation, empêcher la révolte, empêcher tout ce que vous voudrez par rapport aux populations qui sont sous leur contrôle. À la fois les grands propriétaires agricoles ont besoin de main-d'œuvre, et puis n'oublions pas que l'industrie, encore en cette fin du XIXe siècle, est presque majoritairement rurale, notamment en France. Donc, si vous voulez, les campagnes, c'est un monde qui n'a pas été pris en compte par notre enquête, mais c'est un monde où il y a des formes tout à fait spécifiques, je crois, de secours aux malheureux. Les villes nous ont intéressés parce que comme nous regardons la charité comme un sport de combat des classes dirigeantes, appelons ça comme ça, eh bien, quel est l'endroit le plus pertinent pour observer ces mondes? Eh bien, c'est le monde urbain, parce que ce sont des classes dirigeantes urbaines, fondamentalement, et d'autre part, le réseau qu'elles tissent entre elles est plus facilement observable dans la grande ville que nulle part ailleurs. Vous avez parlé d'une grande diversité des œuvres de charité, et j'aimerais que vous abordiez un point en particulier, c'est le cas des écoles. Est-ce qu'ils faisaient partie de ces œuvres de bienfaisance, sachant qu'à cette époque, le statut de l'école est quand même assez compliqué à définir, et c'est le moment des grandes lois sur l'enseignement, sur la laïcité. Qu'en est-il donc de ce pilier de la société, l'école ?
Alors, la réponse, là encore, varie selon les villes, c'est-à-dire selon à la fois le point de vue des organisateurs de la charité sur la question que vous venez de poser, et aussi sur le statut de l'école par rapport à l'État, à l'État ou à la municipalité. Peut-être il y a deux choses qui ressortent de cette comparaison. La première, c'est que tout ce qui concerne l'école pour les bourgeois ne fait pas partie de la charité, même quand elle est privée, voyez-vous. Bon. Lorsqu'elle est publique, ça va de soi. Enfin bon, on sait très bien qu'un lycée parisien n'est absolument pas ouvert au peuple en 1900. Mais il en est même de grandes institutions d'enseignement de high schools new-yorkaises qui sont parfaitement privées et qui, évidemment, ne font pas partie du monde de la charité parce qu'elles ne concernent pas le petit peuple des villes. Donc ça, c'est une chose simple, mais qui mérite d'être, je crois, relevée. En revanche, tout ce qui concerne l'éducation du peuple, ça devient important. Ça devient important sous divers rapports. D'abord, ce sont toutes les écoles professionnelles qui sont considérées comme des œuvres de charité, puisqu'elles préparent les jeunes travailleurs à leur profession de demain, et toutes les œuvres qui consistent à mettre à l'écart du monde les jeunesses en danger. Les œuvres pour les jeunes filles, les œuvres pour les orphelins, qui comportent toujours un aspect scolaire, etc. Donc, si vous voulez, c'est presque une définition, comment dirais-je, de classe, en fonction des publics que les institutions scolaires visent. Quand le public est populaire, c'est de la charité. Quand le public n'est pas populaire, c'en est pas. Une exception, Paris, où sans doute les lycées ne sont évidemment pas des institutions de charité, mais les écoles communales ne le sont pas non plus. Donc, on est dans un moment où il y a la grande bascule française entre l'école communale qui peut parfaitement être, comme vous le savez, dirigée et enseignée par des religieux et des religieuses, vers la laïcisation de ces institutions, et les répertoires charitables prennent acte de cette laïcisation, et l'ensemble du secteur des écoles communales sort de la sphère de la charité. Mais ce n'est pas le cas dans le monde protestant. Oui, il y a des différences en fonction des religions. Alors, les religions, c'est un peu compliqué. Bon, d'abord, on ne parle pas trop de religion parce que vous savez, seuls Dieu sonde les reins et les cœurs. Donc nous, on parle d'œuvres confessionnelles au sens où les œuvres affichent leur appartenance à une confession. Maintenant, ce que pensent les gens, nous, on n'en sait rien. Nos sources ne nous le disent pas. Il n'y a pas de différence entre... par exemple, des objectifs d'une association qui se revendique catholique par rapport à une association qui se revendique protestante, c'est sensiblement la même démarche. Écoutez, le langage n'est pas le même. La langue, d'ailleurs, si, remarquez, Genève, on parle français. Mais disons, le langage au sens, le langage prosélyte est à peu près identique. On est quand même dans un monde chrétien où les références, sont un peu toujours les mêmes, et le projet de lier aide, moralisation et christianisation, ce projet-là existe effectivement partout dans des termes un petit peu semblables. Voilà. Alors, je sais bien que dans tout un courant de recherche sur la charité et la philanthropie, on met souvent en avant des spécificités qui seraient protestantes, par exemple, un rigorisme moral plus grand, qui seraient juives ou israélites, comme on disait en France à l'époque, qui mettraient en avant d'autres types de pratiques. On n'a pas été très attentif à tout ça. À vrai dire, ce qui nous a plus intéressé, c'est d'observer quelque chose qui concerne les confessions, mais qui ne concerne pas le contenu des confessions, le contenu dogmatique des confessions. C'est que les confessions minoritaires, quelles qu'elles soient, sont un peu traitées de la même façon dans les répertoires charitables des 4 villes. Et ça, je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire, elles sont traitées, les confessions minoritaires, comme ne faisant pas partie de la société. Voilà. On a à Paris un répertoire charitable, vous le citiez tout à l'heure, le manuel des œuvres, qui de ce point de vue est tout à fait fascinant. Il traite des œuvres par domaine d'activité,
ce sont soit des œuvres neutres, comme on disait à l'époque, soit des œuvres catholiques. Et pour ce qui concerne les œuvres protestantes et israélites, comme on disait à l'époque, c'est confessions dissidentes et qui ont leur propre chapitre, voyez-vous. Mais le terme est intéressant à relever. Confessions dissidentes, c'est merveilleux. Et ce chapitre est placé entre œuvres pour les Alsaciens lorrains et après les confessions dissidentes, œuvres pour étrangers. C'est comme si les Alsaciens lorrains sont des Français, mais qu'ils ne sont plus tout à fait à cette époque. Et c'est comme si les confessions dissidentes étaient étrangères, voyez-vous, au corps social. Et à cet égard, le summum, c'est le répertoire genevois et le répertoire new-yorkais. Le répertoire genevois ne donne aucune place, ne cite aucune œuvre catholique, alors que la population de Genève, soit venue de France, soit venue d'Italie, commence à être sérieusement catholique, n'est-ce pas, ce qui est très très gênant pour l'Église officielle. Ils ont disparu du répertoire charitable, et à New York, ils sont totalement marginalisés. On trouve l'archevêque de New York dans une petite œuvre isolée dans un coin du réseau, et il est pas là. Et la United Hebrew Charities, qui est l'organe qui fédère l'ensemble des œuvres de confession juive, est elle aussi complètement mise à la marge. Donc, si vous voulez, s'il y avait quelque chose de commun entre toutes ces religions, ça serait, pour dire, l'intolérance. Vous expliquez dans votre livre que vous avez distingué ou rencontré 3 groupes de protagonistes, donc parmi cette élite. Donc ces 3 groupes, ils sont communs aux 4 villes. Et quels sont ces groupes? Alors ça, c'est un schéma analytique qu'on peut, je crois, soutenir. Les travaux sur cette époque, sur la charité, sur la philanthropie, insistent beaucoup, notamment les travaux états-uniens, insistent beaucoup sur le fait que dans ces milieux, on assiste à un début de professionnalisation de nouveaux métiers. Ce sont des métiers nouveaux parce que ce sont des métiers basés sur des connaissances techniques, organisationnelles. Ce sont des métiers comme le travail social. Social work, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce terme, est un mot qui apparaît aux États-Unis autour de 1905-1910. Hein. Social work, par parenthèse, work doit être pris dans un sens qui est celui de l'anglais de l'époque, c'est-à-dire que work, c'est une œuvre. Oui. Avant d'être le travail, et non pas le travail. Et donc c'est assez intéressant sur le plan sémantique, on a un glissement assez fascinant entre l'œuvre de charité religieuse, l'œuvre sociale mais qui comprend toujours ce caractère, et puis le mot work est merveilleux parce qu'il peut basculer dans le travail, ça devient une profession, voyez-vous. Et ça, on l'a oublié quand on importe le mot au début des années 20 en France parce qu'on ne connaît pas tout ça. Bref, c'est pour dire qu'il y a une insistance dans l'historiographie sur la professionnalisation des métiers de la charité. C'est une insistance aussi qui permet de mettre en relief à la fois l'importance croissante du rôle des universités dans la formation à ces métiers et aussi et surtout l'importance du rôle des femmes dans ces professions nouvelles. Tout ça est parfaitement intéressant et exact. Ce que nous avons quand même constaté, c'est que du point de vue de la direction des œuvres, c'est-à-dire du pouvoir sur les œuvres tel qu'il est décrit par nos répertoires, c'est notre source, on ne peut pas en sortir, n'est-ce pas ? De ce point de vue-là, la professionnalisation est loin d'être l'aspect principal de l'exercice du pouvoir. Les professionnels en question représentent une fraction extrêmement limitée, jamais plus de 10%, des noms qui sont cités dans ces documents, ce qui prouve quand même que, sans aucun doute, c'est un aspect important de la situation, mais c'est un aspect qui reste totalement subordonné au fait que d'autres gens, les notables, pour dire les choses vite, les classes dirigeantes, les grandes bourgeoisies locales, jouent le rôle crucial, à la fois pour diriger les œuvres, au moins sur le papier, et pour les légitimer et pour les financer, voyez-vous. Donc il n'y a pas de professionnalisation sans cette protection par ceux qui ont les ressources symboliques et matériel qui permet à l'ensemble du secteur de fonctionner. Donc c'est une petite pondération nouvelle, je crois, que notre travail apporte à une vision qui peut-être insiste trop sur l'aspect des professionnels. Donc première catégorie, vous m'interrogez sur nos 3 catégories. La première catégorie, c'est effectivement
ces personnels nouveaux qui sont en train qui vont constituer dans les décennies qui suivront les cadres de l'État social et du secteur social. Les deux autres catégories, à vrai dire, elles ont quelque chose en commun, c'est qu'il s'agit de toute façon de grands bourgeois et d'aristocrates là où il y en a, à Londres et à Paris, et de grands bourgeois, de patriciats, pourrait-on dire, à New York et à Genève. Ce sont les classes dirigeantes, on pourrait dire, traditionnelles dans les quatre villes. Je peux pas être trop long, je vais simplement peut-être m'arrêter sur New York et Paris. Ces classes dirigeantes traditionnelles à New York, ce sont les descendants des familles de négociants qui tiennent le haut du pavé dans la ville et dans l'économie de la ville depuis la fin du XVIIIe siècle, des négociants du commerce international, qui sont les familles des Knickerbockers, dit-on là-bas, qui sont le patriciat local. On les appelait aussi les démocrates à queue de pie, parce que ils tenaient la municipalité jusqu'aux années 1850. Et c'est ce patriciat new-yorkais, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, sans trop d'anachronisme, ce patriciat new-yorkais est celui qui tient le haut du pavé dans la charité new-yorkaise. À Paris, leurs équivalents, c'est plus complexe, c'est plus composite. Ce sont d'abord les familles aristocratiques d'Ancien Régime, il y en a qui sont toujours là, il en reste. Il y a les familles, alors pseudo-aristocratiques pourra-t-on dire, ça je me mets du point de vue des légitimistes, qui sont les noblesses d'empire, de la monarchie de Juillet, et il y a même des titres qui ont été distribués sous le Second Empire, hein, pour ne prendre que le duc d'Isly, qui n'est autre que le bourreau des Algériens, avec la casquette du père Bugeaud, voyez-vous. Donc on a toutes ces aristocraties récentes ou anciennes, et on a les notables qui ont peuplé les institutions d'État sous le Second Empire et pendant les 10 premières années de la Troisième République, qu'on a appelé la République des Ducs. Vous savez, c'est le moment où la France hésitait. Retournerait-elle à la monarchie? Adopterait-elle définitivement la République? Et personne n'en savait rien, à vrai dire, à ce moment-là. Donc on a une classe dirigeante composite de notables traditionnels qui vont perdre la bataille politique. À peu près en 1880, et qui vont opérer une magistrale reconversion dans le domaine de la réforme sociale et de la charité. Donc, si vous voulez, et de ce point de vue, là, on a quand même un résultat assez spectaculaire. Il en est de même du côté new-yorkais. Les notables dont je vous parlais tout à l'heure, le patriciat new-yorkais se fait éliminer de la municipalité new-yorkaise par tout simplement des élus venus des immigrations les plus méprisables, irlandaises, italiennes, catholiques de surcroît, vous imaginez. Et ces gens-là, ont perdu le pouvoir politique à l'échelle de la ville. C'est quand même embêtant, non? Donc, reconversion, là encore, dans le champ charitable, où ils tiennent les affaires. Et bon, je n'ai pas le temps de développer. Il en est de même, étonnamment, à Genève. Donc, voyez-vous, cette deuxième catégorie, c'est ces notables sur le déclin, qui investissent en charité pour tenter finalement de ralentir leur effondrement politique et symbolique, si vous voulez. Et la troisième catégorie, là je serai plus bref, parce qu'elle est très inégalement présente dans nos documents. Ce sont les bourgeoisies nouvelles qui sont en train de monter, et en particulier les grands industriels, ceux qu'on appelle aux États-Unis les barons voleurs, qui ont ceci de commun avec les patriciens, c'est d'être très très riches, mais qui ont ceci de différent, c'est que leur argent est trop frais, n'est-ce pas? Et quand l'argent est trop frais, quand il brille encore trop, il faut le patiner, et la charité peut être un moyen de le patiner. J'aurais pu introduire l'émission avec cette célèbre anecdote et cette triste anecdote de l'incendie du bazar de la Charité, donc qui a lieu en 1897, qui est connu par tous et qui a même fait l'objet d'une série tout récemment. Le bazar de la Charité, donc c'est
c'était une grande vente de charité qui était organisée et un incendie se déclenche et puis on voit sur la liste des victimes énormément de femmes et ça a été un petit peu un prétexte pour montrer et pour prouver que les hommes avaient abandonné les femmes dans cet incendie et avaient couru eux-mêmes vers la sortie pour laisser en imaginant que bien sûr il y avait un grand mépris de cette gente féminine, mais les choses sont évidemment beaucoup plus nuancées et vous le dites vous-même. Et vous expliquez très bien, donc c'est votre chapitre 6, que cette réalité donc de la mort de toutes ces femmes qui font partie de cette élite montre bien que les femmes avaient une place dans ces œuvres de charité. Est-ce que c'était le moyen pour elles d'avoir un poids politique, un poids dans la société, ou du moins une représentation ? Alors je crois en effet, c'est une historiographie qui est maintenant extrêmement établie, extrêmement riche, qui s'est développée d'abord aux États-Unis et au Royaume-Uni, puis ensuite en France, où on a découvert enfin, je dirais, et les chercheuses féministes ont joué évidemment un rôle crucial, on a découvert enfin que toutes ces activités de type charitable étaient un moyen pour des femmes de la bourgeoisie, des classes supérieures, et peut-être aussi de ces classes montantes professionnelles, de se créer un espace où ils pouvaient avoir une activité publique, alors que toutes les autres activités publiques leur étaient fermées, le vote, les affaires, les professions. Bon, ça, je crois que c'est un acquis important. Et à cet égard, effectivement, ce drame du bazar de la charité exprime bien ça. On a fait un petit travail, d'ailleurs, qui n'a pas été publié dans le livre. On a porté sur une carte de Paris les adresses de toutes les victimes. Et cette carte nous apprend une chose, eh bien, c'est que ce jour-là, pendant la vente, c'était les grandes bourgeoises, c'était les femmes de la très haute bourgeoisie qui étaient là et qui ont brûlé. Il y a quelques adresses dans l'Est parisien, c'est probablement leurs gouvernantes ou des collaboratrices proches. Mais on a non seulement une description en termes de genre des victimes, mais aussi on a une description en termes de classe. Mais si on a avancé cet événement en tête du chapitre sur hommes et femmes en charité, c'est aussi pour faire une sorte de critique de notre source. Parce que à la rubrique Bazar de la charité dans les répertoires charitables, qu'est-ce qu'on voit citer comme dirigeants ? Il n'y a pas de femmes, 0 femme. Il n'y a que 2 hommes qui sont les créateurs de l'institution, une institution toute récente, toute neuve. Il fallait des capitaux pour acheter un terrain rue François Ier, pour construire, etc., etc. Et ça, c'était donc 2 messieurs qui ont... Alors, on s'est dit, c'est quand même formidable, ce sont des femmes qui font le travail, ce sont des femmes qui meurent au front, et puis ce sont des hommes qui dirigent. Ce qu'ils ont fui pendant l'incendie, ça, je vous avoue que j'étais pas là. Ni quiconque d'ailleurs. Donc, ça nous a permis d'introduire la question que vous avez posée à l'instant de l'importance de l'activité charitable pour l'expression publique de la création d'une sphère publique d'activité féminine. Et ce qu'on a tenté de faire grâce à notre source, c'est ce que personne n'a pu faire pour l'instant, faute d'avoir travaillé à l'échelle de l'ensemble des institutions d'une ville, c'est de voir comment se répartissent les rôles de direction entre hommes et femmes dans les institutions charitables. Et là, je crois qu'on a une description qui n'est pas très fine, parce qu'à vrai dire, un titre de président, de présidente, de présidente du comité des dames patronesses, etc., ne veut pas dire grand-chose. On ne sait pas exactement à quelles activités ça correspondait, mais même si l'information est relativement pauvre, elle est riche par son caractère massif, c'est-à-dire qu'on a une description des rapports hommes-femmes à la tête de l'ensemble des œuvres dans une ville, et ça, je crois que c'est un résultat assez nouveau. Oui, qui nous en dit long sur la société et sur le mode de vie de l'élite sociale de l'époque. Tout à fait. Et de ce point de vue, il y a des différences sensibles justement entre nos villes. C'est intéressant de faire travailler ces différences-là. Et de ce point de vue, Paris a quelque chose de très particulier. Si on prend Genève et New York, par exemple, on s'aperçoit que les femmes dirigeantes
d'abord sont peu nombreuses, et d'autre part, sont à la périphérie du réseau. Par parenthèse, très souvent, elles s'occupent justement de donner aux pauvres, activité dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était finalement pas si importante que ça. En tout cas, critiquée, sujette à la suspicion. Donner aux pauvres, c'est pas la bonne solution. Il faut faire autre chose avec les pauvres. Il faut les éduquer, il faut faire plein de choses, mais leur donner, c'est toujours un petit peu dangereux. Donc les femmes étaient reléguées, les femmes dirigeantes, les femmes dirigeantes étaient reléguées dans des œuvres qui s'occupaient plutôt de ça. Tandis qu'à Paris, les femmes dirigeantes, elles sont partout. Et en particulier parce que, au fond, dans une œuvre charitable, il y avait deux solutions pour les femmes. Ou bien elles collaboraient avec des hommes, et dans ce cas, elles collaboraient régulièrement dans une position subordonnée, ou bien elles créaient leurs propres œuvres féminines. Et dans ce cas, elles pouvaient les diriger. Mais elles étaient cantonnées dans des causes féminines. Quelles étaient les causes féminines? Les causes féminines, c'était la protection de la mère et de l'enfant, et le suivi des femmes tombées, la lutte contre la prostitution. Elles ont été aussi parfois dans un monopole dans la lutte contre l'alcoolisme, c'est-à-dire qu'elles, notamment dans les pays de langue protestante, enfin de confession protestante et de langue anglaise. Mais voyez-vous, donc une solution, le développement séparé, pourrait-on dire, ou bien la collaboration avec les hommes. Et il y avait une solution mixte, enfin, comment dirais-je, à la fois mixte et qui préservait une certaine indépendance aux femmes dans les directions, c'était le comité des œuvres féminines, le comité des dames patronesses, le comité féminin, le comité auxiliaire féminin, etc. Il y a des termes assez variés, mais c'est-à-dire que les femmes, au sein d'une œuvre mixte, s'organisaient et avaient leur propre zone d'activité. Et ce qu'on a pu quand même regarder de près et mesurer, ce qui est quand même assez rare, c'est le poids de ces différents types d'œuvres selon les villes. Et le cas parisien est intéressant parce qu'il y a des œuvres à la fois proprement féminines qui jouent un rôle très important, et il y a au sein de grandes œuvres des solutions mixtes, en quelque sorte, du comité des dames, avec pour conséquence, et ça fait partie de nos découvertes, dont nous ne sommes pas un peu fiers. Voyez-vous, la France, en 1900, c'est l'affaire Dreyfus. La France, en 1900, c'est une quasi-guerre civile entre, d'un côté, les nationalistes, les royalistes, les conservateurs, l'Église catholique, et de l'autre, les républicains. Et on pourrait imaginer qu'il en est de même, bien sûr, dans le champ de la philanthropie et de la charité. Alors, en effet, ce sont des courants, des penchants, des inclinations politico-religieuses qui organisent le monde de la charité parisienne en régions. Seulement, ces régions sont connectées les unes aux autres. En d'autres termes, il y a des œuvres et des gens qui réunissent ce que nous avons appelé le réseau de l'archevêché avec le réseau des grandes œuvres notabilières du 19e, et par cet intermédiaire, avec le réseau des œuvres républicaines, et qui joue le rôle de connecteur. Ce sont diverses personnes, je passe les détails, mais ce sont beaucoup des femmes. Quelles femmes? Des grandes dames de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie titrée. C'est-à-dire, justement, des grandes dames qui font partie de cette noblesse d'origine récente, qui sont à la fois des grandes bourgeoises et des gens qui ont des titres de duchesse, de marquise, voyez-vous, ou de comtesse. Et une partie d'entre elles, c'est pas sans intérêt, ce sont des filles de grandes familles aristocratiques d'Ancien Régime qui sont venues dorer un peu le blason des nobles de la noblesse d'Empire. Donc on a là une configuration, comment dirais-je, on a une approche du rôle des femmes qui n'est plus tout à fait simplement celle de la charité leur permet de s'exprimer en tant que femmes, mais on voit aussi que toutes ces dames travaillaient bien sûr pour leur genre, mais elles travaillaient aussi pour leur famille et notamment pour leurs époux. C'est-à-dire qu'elles jouaient un rôle dans la structuration du monde charitable où leurs époux tenaient le haut du pavé. Une dernière question, Christian Topalov, puisqu'on arrive donc à la fin de notre émission. Ce que vous dites en conclusion,
c'est que votre enquête vous a permis de saisir, je vous cite, l'image d'un monde qui était sur le point de disparaître. Quand on vous entend, on n'imagine pas du tout qu'il est en train de disparaître. Pourquoi il est en train de disparaître, ce monde de la charité, de la philanthropie, et finalement le Paris de 1900, il est déjà sur sa fin? Alors, est-ce que c'est un monde qui fait rêver? Ça dépend de quel point de vue on se place. Les malheureux qui devaient aller se faire discipliner par les institutions charitables, croyez-moi, ils aimaient peut-être pas nécessairement ça. C'est un sujet qu'on n'abordera pas. C'est comme la nostalgie pour Alexandrie et toutes ces villes cosmopolites merveilleuses. Évidemment, quand on n'est pas égyptien, valait mieux. Bon. Donc, ne rêvons pas. En tout cas, votre question enfin, m'intéresse beaucoup parce que je crois que les protagonistes de ce monde étaient, je le disais peut-être tout à l'heure sous une autre forme, étaient absolument persuadés qu'ils avaient l'éternité devant eux. Seulement, c'était pas le même futur qu'ils imaginaient. Voyez-vous, il y en a qui pensaient que le futur, ça serait une expansion. À vrai dire, prenons les catholiques à Paris. Les catholiques à Paris, pour eux, il y avait le paradis qui était l'Ancien Régime, bien sûr, où l'Église avait le rôle que le Seigneur lui avait attribué, et puis il y a eu le drame de la Révolution, il y a eu tous ces régimes qui, chacun à sa manière, voulait brider l'Église catholique, etc. Et puis la République, qu'on n'aimait pourtant pas tellement, n'est-ce pas, tout d'un coup ouvrait les portes à une activité, une expansion infinie des œuvres catholiques. Quelle merveille! Et donc, ces gens-là avaient un récit, si vous voulez, où, au fond, on revenait, grâce à la République, à la possibilité d'une expansion de l'Église dans le domaine de la charité. Une autre histoire était racontée par les républicains, bien sûr. C'était l'obscurantisme de l'Ancien Régime. La Révolution ouvre une nouvelle époque. Cette nouvelle époque est freinée par tous les régimes suivants. Et enfin, on accomplit les promesses de 89 et on va pouvoir enfin développer les œuvres dont le peuple français a besoin. Et là encore, avec des variantes, il y avait les municipalistes qui étaient présents, hein, et qui étaient en train d'ailleurs de grignoter des positions dominantes, et ces municipalistes ne voyaient pas du tout l'avenir comme composé d'œuvres privées qui étaient en expansion infinie. Non. Ils voyaient plutôt que les domaines, pour l'instant concédés aux œuvres privées, parce qu'après tout, pourquoi pas, probablement demain serait pris en charge par les municipalités, qui était la forme essentielle finalement de la prise en charge publique des besoins populaires. Donc on a une période qui est fascinante de ce point de vue, c'est que on a des acteurs qui coopèrent, qui ont une sorte de paix armée ou de les contemporains à Paris appelaient ça le concordat charitable, c'est-à-dire que on arrête de se disputer et on se répartit un petit peu les populations et les différentes causes. Ça apparaît comme un espace de réconciliation. C'est une espèce entre les familles et entre les partis politiques. Exactement. En pleine affaire Dreyfus. Mais avant la séparation. La séparation va remettre en cause cette affaire-là, mais quand même, ce qui est tout à fait, ce que les acteurs ne pouvaient pas imaginer, c'était la prise en charge de plus en plus publique, si vous voulez, de tous ces besoins. Mais ce qu'ils n'imaginaient pas non plus, c'est que toutes les méthodes, tous les diagnostics, toutes les méthodes de travail, et même toutes les compétences formées dans la charité privée allaient progressivement s'intégrer dans des dispositifs de caractère public. C'est vrai pour l'hôpital en particulier, c'est vrai pour le travail social avec les visiteurs des pauvres qui deviennent des assistantes sociales ou des surintendants d'usine pendant la Première Guerre. Donc c'est pourquoi je crois la période est étonnante. C'est la fin d'un monde et en même temps ce monde contient en gestation le monde qui allait suivre. Alors vous savez, quand on a le privilège de venir après, on croit savoir où ça va, mais ce que ces gens-là n'imaginaient pas, c'est que peut-être le monde de la charité allait gagner finalement au XXIe siècle par la destruction de la sécurité sociale. Mais ça, espérons que c'est une autre histoire. Oui. Merci beaucoup, Christian Topalov, d'avoir répondu à nos questions. Trop peu de questions pour la densité de l'ouvrage que vous avez dirigé, donc avec une dizaine de chercheurs. Le titre, c'est « Philanthrope
en 1900 et donc vous étudiez ce cas de figure dans 4 grandes villes du monde, Londres, New York, Paris, Genève. Et ce livre vient d'être publié aux éditions Créafis. C'est un vrai livre scientifique qui permet vraiment d'aborder l'année 1900 et finalement le début du XXe siècle sous un autre angle. Et je tiens à préciser qu'à la fin, on peut vous appuyez votre propos avec grand nombre de cartes et de schémas qui permettent de mieux situer comment ces réseaux étaient construits, élaborés et comment ils évoluaient. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.